Sud Radio, l'invité politique, Jean-François Aquili. Et Jean-François Aquili, votre invité politique ce matin, c'est Aurélien Pradier, député non inscrit, je le précise, au passage, du Lot. Bonjour Aurélien Pradier. Bonjour. Vous êtes un élu d'Occitanie, la coordination rurale, la Confédération paysanne appelle à poursuivre la mobilisation contre l'abattage total des troupeaux touchés par la DNC. Est-ce que vous les soutenez ce matin ? Oui, je les soutiens. Je les soutiens pas par facilité politique ou par populisme, mais je les soutiens parce que j'ai honte de ce qu'est devenu mon pays. J'ai honte de la manière dont cette crise est gérée depuis le début. J'ai honte qu'on gère avec autant de froideur des sujets absolument essentiels, à la fois humainement pour nos producteurs et nos exploitants agricoles, mais aussi parce qu'il s'agit de la souveraineté alimentaire de notre pays. Et puis j'ai honte du fait qu'on navigue à vue depuis des semaines. Est-ce que je dois vous rappeler le premier cas de cette maladie? Nous l'avons eu en juin. Qu'est-ce qu'on a foutu depuis juin? Pardon d'être vulgaire et brutal, mais qu'est-ce qu'on a foutu depuis juin? Et là, tout le monde se réveille, y compris nos instances d'État, la ministre de l'Agriculture. Mais depuis juin, on a fait quoi? Aurélien Pradier, Annie Genevard était à votre place là hier matin. Vous la connaissez, vous étiez chez les Républicains. Vous dites quoi? Elle n'est pas à la hauteur? Mais c'est pas parce que j'ai une proximité politique que je me dois de ne pas avoir de lucidité. Vous en pensez quoi de la gestion? Cette crise a été gérée de manière catastrophique. Voilà, je dis les choses. Et vous savez, dans ce moment politique que nous connaissons, ce qui est le plus grave, c'est que nous nous habituons à des situations insupportables. Ce qui est insupportable, c'est qu'on ait envoyé des CRS face à nos paysans pour abattre un cheptel, pour abattre un troupeau, alors qu'on pouvait parfaitement dialoguer et attendre quelques heures. Ce qui est insupportable, c'est les images auxquelles nous avons assisté. Celle des gendarmes mobiles envoyés en Ariège, c'est ça? Mais depuis un hélicoptère de gendarmerie, nous avons envoyé du gaz lacrymogène. Ce que je veux vous dire, Jean-François Aquili, c'est que dans cette période-là, nous sommes terriblement en train de nous habituer à la chienlit. Nous sommes en train de nous habituer au pire. Ces images-là, si on est très clair, il y a quelques années, elles auraient provoqué la démission du préfet, elles auraient provoqué sûrement la démission du ministre de l'Agriculture parce que c'est insupportable. Et on s'habitue à tout ça. Moi, je refuse de m'habituer à des situations inacceptables. Vous êtes en train de nous demander ce matin, Aurélien Pradier, la démission d'Annie Genevard. Mais sûrement pas dans cette période. Il faut qu'elle continue à gérer la crise. Oui. Et puis pardon, mais c'est pas le sujet, c'est presque secondaire, le sort des uns et des autres. Je vous dis simplement que, et c'est difficile à dire et à entendre peut-être, mais nous sommes comme les grenouilles en train de nous faire ébouillanter par la montée de la température de l'eau, petit à petit dans la casserole, et on finit par ne plus voir les choses. Je le redis, ces images-là, aujourd'hui, on les tolère, alors qu'il y a quelques années, dans une démocratie normale, dans un pays qui respecte ses paysans, on n'aurait jamais toléré ces images. Sébastien Lecornu reprend le dossier. Il y a des annonces tout de même, Aurélien Pradier, les 750 000 vaccins, les 10 millions d'euros pour les petits éleveurs, vous avez les dermatologues de l'armée qui sont convoqués, des choses sont engagées. Vous avez ce comité scientifique annoncé par Annie Genevard hier matin ici même, rapidement dit-elle. Mais vous avez l'impression que c'est à la hauteur de la situation ? Enfin pardon, mais on a une crise sanitaire et une crise agricole, une crise morale absolument majeure. La réponse, ça va pas pouvoir être un comité Théodule, un bidule, un préfet coordinateur ou je ne sais quoi. Et je sais que mon discours peut paraître un peu dur, mais en fait, je refuse de m'habituer à ce que notre pays soit aussi déclassé. On a l'impression d'être devenu un tout petit pays. Et pendant des décennies, lorsqu'il s'agissait de nos agriculteurs, notre pays était capable de mobiliser des moyens gigantesques. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être concret? Moi, j'ai pas la science infuse et je donne pas de leçons. Ce que je sais simplement, c'est que sur la question de l'abattage total ou partiel, il faut que nous soyons capables d'avoir une religion peut-être un peu moins dure que celle que nous avons aujourd'hui. Moi, je pense qu'il faut qu'on reteste de l'abattage partiel. Je pense qu'il faut qu'on ait une ou deux zones de test pour voir si, en effet, l'abattage partiel fonctionne ou non, ne fonctionne pas. Attendre l'avis du comité scientifique, mais tout de suite isoler les bêtes malades et mais mettre en quarantaine les autres. La vérité, Jean-François Aquili, c'est que nous avons des inconnus majeurs sur cette maladie. Et que même les plus grands experts vétérinaires ne savent pas exactement comment la maladie va évoluer. Donc je pense en effet qu'il faut tester à nouveau l'abattage partiel. Et puis par ailleurs, sur la vaccination, c'est la clé, la vaccination. Mais pourquoi est-ce que depuis le début on hésite sur la vaccination? Pourquoi est-ce qu'on nous explique que si on vaccine trop, on ne pourra plus exporter, alors qu'on peut parfaitement rediscuter avec nos partenaires européens pour continuer à exporter malgré la vaccination? Tout simplement parce qu'on n'avait pas les doses. Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, il n'y a pas de plan massif de vaccination. On a plusieurs millions ça rappelle de autre bêtes. chose. Mais bien sûr que ça rappelle autre chose.
Et vous voyez, au fond, le cœur du sujet, c'est ça. C'est qu'on nous refait la même histoire que la gestion de la misère au moment du Covid. Au moment où on n'avait pas les moyens de faire, on nous a expliqué un jour qu'il fallait pas, un jour qu'il fallait. Et au fond, ce qu'on est en train de payer, c'est la faillite totale de la parole de l'État, de la parole politique. Nos concitoyens n'ont plus confiance parce qu'ils ont une mémoire. Et aujourd'hui, sur la vaccination, c'est la clé fondamentale. Nous devons vacciner non pas quelques dizaines de milliers, non pas quelques centaines de milliers. Nous devons vacciner 80-75% du cheptel parce que c'est la seule manière de contenir la maladie. Aurélien Pradié, vous parlez de la parole politique. Emmanuel Macron dit le compte n'y est pas pour la France au sujet du Mercosur, l'accord, la signature. C'est samedi, là. Les décisions, elles arrivent là, d'ici là. Que dites-vous ce matin? Je dis que gagner du temps ne servira à rien. C'est non. Le Mercosur, c'est non. Et je vais en 2 mots vous dire pourquoi. D'abord, parce que cet accord-là est un accord de notre temps. Et qu'au moment même où l'on est en train d'affaiblir le cheptel français en matière de viande bovine, vous imaginez qu'on va laisser rentrer des produits dont on sait qu'ils sont fabriqués, produits dans des conditions sanitaires que nous n'acceptons pas dans notre propre pays. Comme Marine Le Pen, elle dit pas de report, mais non tout de suite. Je le dis depuis le début. Et je dis d'ailleurs qu'il y a une autre raison à cela. Comme pour Maastricht à l'époque, ceux qui ont connu le traité de Maastricht s'en souviennent. Le traité de Maastricht, c'était pas un accord technique. Et d'ailleurs, le sujet technique, pardon, mais n'est pas le plus important. C'est un accord politique. À partir du moment où on signe le Mercosur, alors que nos concitoyens y sont défavorables, ça veut dire que nous mettons le dernier clou sur le cercueil de notre souveraineté alimentaire. Et c'est la raison pour laquelle il n'y a pas à renégocier le Mercosur. Il y a à dire non clairement et nettement aujourd'hui. Pas gagner du temps. Pas gagner du temps. Parce que ce serait une faute, et en plus ce serait une tromperie à l'égard de nos agriculteurs. Non au Mercosur, vous dites ce matin, Aurélien Pradié. Évoquant le narcotrafic, vous publiez une tribune, nous allons l'évoquer dans l'hebdomadaire Le Point. Mais tout de suite, l'amende forfaitaire pour les consommateurs qui passera de 200 à 500 euros, annoncée par Emmanuel Macron à Marseille. Vous êtes pour, vous êtes contre? Oui, c'est une mesure. Mais pardon, c'est une bricole. Bricole. Et bien sûr, c'est une bricole. D'abord parce que ça ne dissuadera pas les consommateurs. Ensuite parce qu'une bonne part de ceux qui sont sanctionnés par une amende ne la paient pas, et que c'est le cœur du sujet. Vous pouvez augmenter l'amende, ceux qui ne la paient pas ne la paieront toujours pas. Et puis ensuite parce que je pense, et c'est l'objet de la tribune que j'ai signée hier, que nous ne mesurons pas la guerre qui est en train de nous mener le narcotrafic. Le sujet, il va très au-delà de tout ça. Vous dites bataille existentielle. Le président doit être prêt à mener une bataille existentielle contre les narcotrafiquants. Traduction. Traduction, nous sommes en danger de mort. Traduction, l'État français est aujourd'hui gangréné, notamment par une partie de corruption dont on ne veut pas parler et qui touche beaucoup de la haute fonction publique, beaucoup de nos magistrats, certains de nos magistrats, je ne devrais pas dire beaucoup, mais il ne se passe pas une semaine sans que nous ayons une affaire de corruption. Alors attendez, arrêtons-nous là-dessus, je vous laisse vous racler la gorge, vous avez des choses importantes à nous dire, Aurélien Pradié. Vous dites corruption au sein des administrations et de l'appareil de l'État, gangrène corruptive qui ronge nos institutions judiciaires, policières, nos administrations, ce sont vos mots. De qui vous parlez-vous exactement? Vous avez des informations là-dessus? Mais il vous suffit de lire la presse toutes les semaines. Et je sais que ce sujet de la corruption, c'est un sujet très difficile parce qu'il nous renvoie à notre propre échec. Vous avez l'impression que c'est abordé publiquement? Mais bien sûr que non, ce n'est pas abordé publiquement. Il n'y a pas de cas, en fait. Mais il y a des cas, évidemment. Vous avez des magistrats, vous avez des hauts fonctionnaires, et chaque mois, vous avez une affaire qui éclate. Ce que je veux vous dire par là, je ne suis pas en train d'agiter un chiffon rouge. Je suis juste en train de dire que nous devons regarder la réalité en face. Le chiffre d'affaires, si je puis dire, du narcotrafic pèse plusieurs milliards d'euros. Ces milliards, ils servent notamment à corrompre. Et cette corruption-là, elle nous pose aujourd'hui des problèmes tout à fait considérables. Nos forces de l'ordre, nos fonctionnaires font un travail absolument remarquable. Et évidemment que l'extrême majorité d'entre eux sont d'une rigueur absolue. Mais il y a aussi ici ou là des formes de corruption. Et nous devons le dire. Pardonnez-moi Aurélien Pradié, c'est très intéressant ce que vous nous dites. Vous parlez même des élus de la République. Est-ce que vous avez vent vous-même d'exemples précis? Parce que vous savez que c'est susceptible d'une saisine d'un article 40, saisine du procureur, ces histoires-là. Ces affaires-là sont des affaires publiques. Vous avez aujourd'hui des maires qui ont, pour certains d'entre eux, été condamnés parce qu'ils ont trempé dans des affaires de corruption liées au narcotrafic. En fait, ce que je veux vous dire, c'est que nous sommes dans une situation équivalente à ce que l'Italie a pu connaître avec les mafias il y a quelques décennies. Et que la manière dont l'Italie a pu mener cette bataille était de regarder lucidement la situation du pays, de lancer une grande opération même propre à l'époque, qui était très dérangeante,
parce qu'elle l'obligeait à ouvrir le capot de la voiture et à voir des choses que nous ne voulions pas voir. Et je tire la sonnette d'alarme parce que sur la question de la corruption, sur la question identitaire, puisque les narcotrafiquants mènent aussi une bataille identitaire d'apologie de la violence face à laquelle nous ne savons pas répondre aujourd'hui. Et puis il y a un troisième sujet qui est le trafic d'armes. Le trafic d'armes n'a jamais été aussi important en volume dans notre pays. Pas du tout à la hauteur des défis. Non, parce que quand le président dit des choses fortes, pas assez à votre goût ? Non, ce n'est pas suffisant. Et c'est pour ça que j'ai interpellé directement le président de la République. Parmi les guerres, puisqu'on en parle beaucoup en ce moment, ici ou là que nous avons à mener, il y a une guerre intérieure qui est celle à mener contre le narcotrafic, qui contamine à la fois les esprits, qui contamine parce qu'elle propage cette idée que la violence est un outil de vie au quotidien, et qui par le trafic d'armes et par la corruption est en train de saboter ce que sont les fondements de la République et de la nation. Encore un mot, il nous reste peu de temps, Aurélien Pradié. 27,8 milliards d'euros de dépenses directes en 2023 concernant la santé mentale. Vous dites, vous, que je sais bien que c'est un de vos combats, que ces sommes dépensées sont mal dépensées, au fond, mal engagées aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple, pas directement en lien avec la santé mentale, mais qui est un indicateur de la situation de notre pays. Ce sujet, c'est la question de la mortalité infantile. Parce qu'on est en plein budget, là, il y a un vote final qui arrive, ou pas d'ailleurs. Bien sûr. La mortalité infantile, c'est la mortalité des bébés de moins de 1 an. Notre pays était un des premiers pays en termes de lutte contre la mortalité infantile pendant des décennies. Nous sommes devenus le 23e pays sur 27. Je parle de la mort des bébés de moins de 1 an. Pourquoi est-ce que je vous dis tout ça, de la question de notre souveraineté agricole, alimentaire, en passant par la lutte contre le narcotrafic jusqu'à la mortalité infantile? Je vous dis ça parce que je ne supporte plus de voir aujourd'hui qu'on ne traite pas les vrais sujets. Et dans ce que je vous dis, il y a plus d'espoir que de désespoir. Je suis convaincu qu'il faut que cette époque de cinéma se termine pour qu'une autre époque commence et qu'enfin on s'attelle à rebâtir ce qui est fondamental dans notre pays. Et à prendre ce sujet à bras le corps, Aurélien Pradié, j'entends votre parole qui est forte ce matin, vous ne retournerez pas chez les Républicains. Qu'est-ce que vous dites de la gestion de votre ancienne famille LR par Bruno Retailleau? Vous ne seriez pas susceptible de retourner à la maison? Vous me donnez une seule raison d'avoir envie de participer à tout ce spectacle? Franchement, comme député non inscrit, c'est pas toujours facile, mais aujourd'hui, ça me donne une liberté de parole. Et je suis convaincu que dans ce moment-là, la meilleure manière de préparer la suite, c'est de ne pas participer à tout ce bousin. Bousin, vous dites, oui, tout ce bousin. Tout ce marasme. Il fait de la tout ce marasme, oui. Tout ce qui aujourd'hui. Vous n'avez pas l'impression qu'il reprend en main de la famille? Ça pue la fin de la 4e République. Et moi, je n'ai aucune affection pour la fin de la 4e République. Je suis un gaulliste. Ce qui m'intéresse, c'est de sortir de tout ce spectacle consternant et d'en venir enfin à ce qui a toujours fait l'honneur et la fierté de la politique, c'est-à-dire mener des grandes batailles et relever notre pays. On commence avec des éleveurs, nous finissons avec le bousin. Avec qui quand même? C'est la grande question. C'est la grande question aujourd'hui. Lisnard, David Lisnard ou d'autres. Vous voyez que ici ou là, il y a des voix originales qui s'élèvent. Ah, mais sûrement. Alors. Il y en a beaucoup. Vous en avez cité. Il y en a d'autres qui sont des personnages indépendants, différents de ce qu'on peut connaître habituellement. Sûrement qu'il faudra à un moment donné que tous ces pirates qui aujourd'hui ont une parole parfois détonnante se mettent à se parler ensemble. Villepin, que nous évoquons régulièrement le matin, ça peut être une parole forte, ça, par exemple? Je ne vous donnerai pas de nom parce que chacun d'entre nous voit bien aujourd'hui qu'en dehors des marchandages politiciens, il y a ici ou là des femmes et des hommes qui paraissent un peu bizarres à première vue, et qui peut-être à seconde vue, s'ils unissent leurs forces, peuvent reconstruire ce pays. Mais Villepin, oui. Mais je vous dis ni oui ni non, c'est pas le sujet. Il y en a d'autres. Vous pouvez citer Jean-Louis Borloo, vous pouvez citer Robert Ménard, et tout ça pas pour vous dire qu'il y a une équipe qui va se former. Mais ces gens-là, évidemment, ils doivent travailler ensemble. C'est ce que vous dites. C'est le moment que des femmes et des hommes qui ont quelque chose qui les brûle au fond d'eux, qui sont pas seulement des marchands de tapis, puissent sûrement contribuer à rebâtir un avenir. Borloo, Ménard, Villepin, Pradié et d'autres. Donc voilà, c'est une nouvelle et grande famille. Dans un instant, on va aborder. Tiens, d'ailleurs, juste un dernier mot. Est-ce que le maire de Chécy a eu raison de démissionner avec son conseil municipal là, pour ne pas marier une personne sous OQTF? Oui, il a eu raison. Il a eu raison parce que lorsqu'on considère que les valeurs fondamentales ne sont pas respectées, c'est courageux de prendre ses responsabilités et de démissionner. Dans un instant, vous réagissez à ce sujet. 0826 300 300, 500 balles d'amende pour les consommateurs de drogue. Est-ce que vous trouvez que finalement c'est une bonne idée? Bien sûr. Et puis les agriculteurs, est-ce que vous les soutenez? Toujours mobilisés. 0826 300 300 sur Sud Radio.